Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo bonus consacrée au Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Cette nouvelle, j'espère que vous l'avez déjà écoutée, lue au moins. Et aujourd'hui, en fait, nous n'allons pas parler ni de musique ni d'illustration, mais en fait d'un autre aspect dont j'ai finalement assez peu parlé, qui est tout simplement le positionnement de ma voix pendant les lectures et le choix de certaines voix. Alors déjà, chose assez curieuse, quand je parle, ma façon habituelle de parler, elle est plutôt placée à cette hauteur-là. Là, telle que vous m'entendez, c'est à peu près la voix que j'ai de façon courante, de façon habituelle. Vous la connaissez déjà, puisque quand je présente les vidéos bonus, par exemple autour de la musique, je ne cherche pas spécialement à placer ma voix comme lorsque je lis un texte. En revanche, il est vrai que quand je commence à lire un texte, j'adopte une lecture plus intérieure finalement, et j'ai une façon peut-être de placer ma voix un peu plus grave, un peu plus de cette manière-là, qui est plus une voix plus intérieure en quelque sorte. Et certains m'ont dit, ça m'a toujours beaucoup amusé depuis le début sur les lectures de Lovecraft, que ma voix pouvait évoquer celle du comédien doubleur Jacques Thébault, le très célèbre doubleur de Steve McQueen, de Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest, et pour moi particulièrement de Patrick McGowan dans Le Prisonnier. J'avoue que sa voix m'imprègne depuis la plus tendre enfance, et que j'ai beaucoup de ses répliques gravées dans le tympan. Les agents du numéro 2 ne sont plus ce qu'ils étaient. Bonjour chez vous. Alors, il est vrai qu'au-delà de la boutade, j'aime bien adapter ma voix en fonction des personnages que l'on croise dans telle ou telle histoire. Je ne tiens pas spécialement à imiter des gens, mais en fonction, de la personnalité, du contenu, du tempérament du personnage, j'aime bien choisir tel ou tel type de voix. Alors hélas, je n'ai jamais encore pu imiter Claude Pieplu, ça aurait été quelque chose qui m'aurait beaucoup amusé, de prendre une voix un peu spéciale, de présenter, imaginez l'appel de Cthulhu, présenté avec la voix de Claude Pieplu. Il existe deux sortes de Cthulhu, le Cthulhu qui vit dans l'eau et le Cthulhu qui sort de l'eau, avec les célèbres syllabes Gabuzophtagn. J'aurais bien aimé un jour également utiliser la voix de Rhum à bouteille, une voix quand même très spéciale, avec une gouaille particulière, mais je n'ai jamais trouvé un personnage ayant une telle voix. Mais bon, parfois au détour de quelques histoires, et c'est notamment dans la nouvelle Lui de Maupassant, j'en parle dans les bonus, que j'utilise la voix de Dominique Pinon, un acteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et que j'utilise comme un personnage derrière l'histoire, le serveur du bar qui vient servir de l'absinthe aux deux personnages. Alors, la voix de Dominique Pinon, je l'avais déjà utilisée presque de façon accidentelle dans une nouvelle de Lovecraft, dans Horreur à Dunwich. Et dans Horreur à Dunwich, d'ailleurs, c'était assez difficile à lire certains passages parce que c'est vraiment écrit. En fait, il y a des paysans qui se mettent à dialoguer et qui expliquent là aussi un peu l'histoire. Et tel que Sonia Kemener l'a transcrit dans sa traduction, on a vraiment des paysans qui parlent à la façon très paysanne, hein, donc avec des contractions de voyelles, des contractions de mots. Et je m'étais amusé, et d'un coup donc il y a l'un des paysans qui prend la parole, et je m'étais amusé, c'était parti un peu tout seul, à prendre une voix à la Dominique Pinon. Ça marchait très bien pour un paysan comme ça, qui prenait la parole hein, de façon abrupte, hein. C'est spécial. Voilà. Alors Dominique Pinon, qu'on retrouve dans Horreur à Dunwich, par exemple. Il y eut d'autres opportunités avec Lovecraft, avec notamment la traduction de David Camus pour À travers les portes de la clé d'argent. Ça aussi, j'en parle dans un bonus. Là aussi où le choix des voix était assez rigolo, entre Ward Phillips, qui est l'avatar, on va dire, de Ward Phillips Lovecraft, le français Étienne Laurent de Marigny, d'origine créole. Alors j'explique que déjà dans la vidéo bonus
que au lieu de prendre une voix d'un créole, je prends plutôt la voix d'un français un peu guindé. Et puis pour la voix du Pandit Chandra-Putra, une voix un peu à la Ravi Shankar quand il se met à parler anglais. Donc là aussi je m'amuse. Mais alors justement à propos de Randolph Carter lui-même, cette vidéo va me permettre un tout petit peu d'expliquer le choix que j'avais fait dans la fameuse nouvelle Le témoignage de Randolph Carter, qui nécessitait là un choix un peu spécial, parce que ce témoignage de Randolph Carter, quand on lit bien l'histoire, donc les deux personnages s'en vont fouiller une tombe, Warren va dans la tombe alors que Randolph Carter attend de l'autre côté, enfin du côté des vivants, hein. Et Warren, à travers la radio, dit à Carter qu'il faut absolument s'enfuir, qu'il faut absolument partir, parce que ce qu'il voit est absolument affreux, ce qui va le conduire, bien sûr, à se faire bouffer à la fin, comme on peut l'imaginer, puisque, espèce de crétin, Warren est mort, lui dit une voix effrayante dans la radio. Toute la question a été, et souvent j'ai eu des internautes qui m'ont interpellé là-dessus, sur la vidéo, mais pourquoi prenez-vous une voix si calme? Pourquoi pas une voix effrayée? Et j'ai beaucoup réfléchi au placement de la voix dans la lecture de cette nouvelle. Et finalement, ce qui m'a dérangé, c'est la longueur de l'histoire. Ce que Warren semble décrire dure des heures, peut-être pas des heures, là je suis un peu marseillais, dure en tout cas de nombreuses minutes. Et si la chose dure de nombreuses minutes, pourquoi lui dire mais barrez-vous, alors que finalement il n'y a aucune menace imminente, puisque ça dure des pages, hein, ça dure des pages son machin. Alors j'ai essayé de me transposer et de retrouver, et je me suis souvenu d'une anecdote qui m'a beaucoup servi pour la lecture de ce texte. J'étais en Allemagne, dans un camping en Allemagne, et j'étais en train de me raser bêtement dans les sanitaires, dans les salles de bain du camping. Bien grandir les sanitaires. Bref. Et pendant que je me rase, je vois dans l'angle supérieur droit, juste à côté du miroir, je vois deux araignées côte à côte. Alors j'ai une certaine sainte horreur envers la jante arachnide, donc je reste un peu pétrifié devant ces deux choses, jusqu'au moment où je m'aperçois que les deux araignées se combinent, hein, sont en train de se combiner en quelque sorte. Alors je me dis, tiens, chouette, alors que je suis en train de me raser au nord de l'Allemagne, je vois peut-être, là, je suis peut-être témoin de l'accouplement de deux araignées, c'est fantastique. Alors dans une sorte de fascination abominable, je contemple la chose. Et tout en contemplant, je m'aperçois qu'en fait, les araignées n'étaient pas en train de s'accoupler, mais l'une était en train de dévorer l'autre. Elle était en train de l'emmailloter. J'étais en fait témoin d'un acte de cannibalisme entre ces deux espèces tant adorées. Et cette anecdote-là m'a donné peut-être le sentiment de Warren. Warren est témoin de quelque chose d'absolument dégoûtant, qui l'amène à dire à Carter « Ne venez pas, ce n'est pas la peine, barrez-vous, allez-vous-en, c'est dégueulasse », mais pas au point de prendre une voix effrayée, terrifiée, en train de s'arracher les cheveux et perdre 10 kilos, parce que ce qu'il contemple est simplement dégoûtant, et simplement hors de conception, hein, un peu comme ces deux araignées en train de se dévorer. Enfin, une araignée en train de dévorer l'autre. Alors c'est pourquoi je n'ai pas pris une voix, vous pourrez réécouter la vidéo, je n'ai pas pris une voix effrayée, j'ai dit, au lieu de dire « Carter, dépêchez-vous, ce n'est pas la peine, vous devez partir, mieux vaut un que deux !» Voilà, au lieu de prendre une voix comme ça, mais non, c'est pas la peine, ça va encore durer des plombes son dialogue. J'ai pris une voix très calme, très posée, et mon modèle, à ce moment-là, a été plutôt la voix de Peter O'Toole. Très calme. Si vous écoutez sa voix, dans Laurence d'Arabie notamment, il a une voix très calme, très fluide, très posée quand il parle. Et c'est un peu la voix... Alors en plus, l'amitié entre Carter et Warren m'a fait penser à Peter O'Toole. Donc j'ai essayé de retrouver... c'est pas une imitation, hein, loin de là, mais c'est une évocation. L'image de Peter O'Toole m'a vraiment conduit quand j'ai lu cette nouvelle-là.
Mais venons-en au fameux scarabée d'or, parce que dans cette fameuse nouvelle du scarabée d'or, nous avons plusieurs personnages, nous avons Jupiter. Alors c'est un peu certes une caricature d'Afro-Américain un peu bébête, même si bien sûr il faut avoir beaucoup de distance et de prudence face à un texte rédigé publié en 1843, quand même bien avant la guerre de sécession, donc bien avant le recul, on va dire, nécessaire pour prendre de la distance face à ces problèmes-là. Donc j'évite de donner à Jupiter une voix façon Eddie Murphy, vraiment la caricature la caricature du noir. Hein. Donc je lui donne un peu la voix du serviteur, un peu noire et un peu profonde, un peu sombre. Qui permet tout de même qu'on le prenne un peu au sérieux, même si les dialogues sont très humoristiques et font du bien, il faut l'avouer, ils font du bien dans cette histoire très sérieuse. Hein. Et puis, quelle voix donner? Alors bon, le narrateur, c'est ma voix habituelle quand je commence à lire une histoire, mais la voix de William Le Grant, la voix de... Voilà, quelle voix prendre pour cet homme-là qui est pétri de conviction, pétri de raison, de savoir, de déduction? Eh bien, j'ai utilisé une voix que j'avais déjà empruntée dans l'affaire Charles Dexter Ward, puisque j'avais un peu essayé de retrouver pour le docteur Willett, souvenez-vous, le docteur Willett qui essaye de déjouer les stratagèmes de Joseph Curwen, de le piéger hein, dans sa manipulation et dans son interversion de son intégration dans le corps de Charles Dexter Ward. Je vous renvoie à Lovecraft. Eh bien, j'avais essayé de prendre pour le docteur Willett une voix que j'apprécie beaucoup, qui est la voix du comédien Michel Leroyer, doubleur, acteur bien sûr, mais également doubleur, que l'on connaît notamment dans sa doublure de Terry O'Quinn dans Lost notamment. Alors j'ai pensé que ici William Le Grant pourrait très bien avoir cette voix-là. Je ne dis pas non plus que j'essaye forcément de l'imiter, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'essaye de retrouver quelques-unes des intonations, si vous voulez. Et c'est finalement assez pertinent, car finalement, William Le Grant habite une île, il est perdu sur une île, il découvre un code, il est convaincu de la pertinence de sa démarche, et il est en quelque sorte poussé par une foi intérieure. Il parle même du concours des circonstances. Tiens, il fait ça où? Il fait ça vers la fin d'ailleurs. Il l'explique assez bien. Où il lui dit, tout cela ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu, j'ai oublié le passage, mais enfin, s'il n'avait pas fait si froid, s'il n'y avait pas eu du feu, si ne vous étiez pas venu me visiter, s'il n'y avait pas eu le chien, et le chien a permis de trouver le message. Donc tout ceci fait un ensemble de circonstances qui fait que, au final, j'ai bien trouvé le trésor. Hein, donc il y a cette force de conviction qui m'a fait énormément penser à John Locke dans Lost. Je doute même, je pense que ceux qui ont élaboré le scénario avaient Edgar Poe dans la tête, parce qu'il y a des parallèles assez frappants entre William Le Grant et John Locke dans la série, d'ailleurs. Voilà, donc je ne dis pas que j'imite forcément Terry O'Quinn, en tout cas la voix de Michel Leroyer, mais bon, ça a inspiré dans certaines intonations, dans certaines répliques, hein, je dois dire. Voilà. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé le passage. Et puis, cette série d'accidents et de coïncidences était vraiment si extraordinaire. Avez-vous remarqué tout ce qu'il y a de fortuit là-dedans? Il a fallu que tous ces événements arrivassent le seul jour de toute l'année où il a pu faire assez froid pour nécessiter du feu. Et sans ce feu, et sans l'intervention du chien au moment précis où il a paru, je n'aurais jamais eu connaissance de la tête de mort, et n'aurais jamais possédé ce trésor. Vous voyez, Jack, il faut entrer le numéro de façon régulière. On est parfaitement dans la logique de John Locke. Alors voici l'endroit, nous sommes en pleine forêt près d'Argentré-du-Plessis, en Ille-et-Vilaine, l'endroit où j'ai enregistré le dialogue entre
William le Grand et son pauvre serviteur noir, où je me suis bien amusé en posant les appareils d'enregistrement au pied de cet arbre, et j'ai fait des allées et venues par là-bas pour faire les réponses de Jupiter et son Massa Will. J'ai bien gueulé, j'espère que je n'ai pas dérangé qui que ce soit, ni les oiseaux, ni les gens dans les environs, les biches peut-être. Voilà, c'est un peu mon habitude de faire peur à tout le monde. Mais bon, en tout cas là, ça résonne, c'est génial. Voilà. Voilà, vous en savez un peu plus sur quelques choix et sur le placement de ma voix selon les histoires. Mais bon, je le répète, je ne cherche pas à tout prix à imiter les gens, mais c'est un peu en fonction des personnages, de leur personnalité, de leur tempérament que tel ou tel type de voix s'impose. Merci à vous.